On se retrouve dans le temps de l'info pour le fait du jour. Ce fait du jour, c'est la Russie, on l'apprend à l'instant, qui a tiré un missile balistique intercontinental sur la ville de Dnipro. C'est ce qu'affirme Kiev. Je vous le disais, c'est il y a quelques instants. La Russie a lancé ce missile ce matin entre 5h et 7h. C'est ce que dit l'armée ukrainienne sur sa chaîne Telegram. Il a été lancé depuis la région d'Astrakhan, près de la mer Caspienne. On est à plus de 1000 km de la cible, donc Dnipro en l'occurrence. Ce qu'il faut savoir, et l'importance de cette information, c'est que c'est la première fois que Moscou lance un missile intercontinental dans la guerre. Que personne, enfin on n'a jamais utilisé de missiles intercontinentaux dans une guerre. Après, il était évidemment avec une charge conventionnelle, mais c'est encore, on est dans cette espèce de volonté. Alors si c'est confirmé, parce que pour l'instant on n'a pas encore la nature, et moi j'ai pas de confirmation au côté de manière indépendante, parce que j'étais sur le plateau, quoi, donc on va le savoir assez rapidement, c'est pas très compliqué. Si c'était ça, donc on va se mettre dans le cadre de l'hypothèse, parce que sur ce genre de choses il faut rester extrêmement sérieux. Si c'est le cas, c'est qu'ils ont utilisé un missile intercontinental, donc grosse portée, le missile continental. Ah, pourquoi ça s'appelle intercontinental ? C'est un missile comme les autres, mais qui va très loin. Donc grosso modo, à la louche, quand on est dans l'intercontinental, on est entre 6 et 12 000 km. C'est pour pouvoir frapper, nous par exemple, nos missiles intercontinentaux, ils sont sur les sous-marins, ils ont une portée de plus de 8 000 km, donc ils sont capables de tirer jusqu'à la Chine, et l'équivalent dans l'autre sens, effectivement, est capable de traverser la moitié des continents pour aller. Et normalement, c'est des trucs très lourds sur lesquels on peut poser de la charge nucléaire. Là, évidemment, c'était pas le cas. Donc, si c'est ça, s'ils ont utilisé, et ça coûte très cher, il n'y en a pas beaucoup, s'ils ont utilisé un missile intercontinental pour frapper sur une ville comme Dnipro, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est une ville clé, c'est un petit signalement stratégique du fait qu'ils sont pas contents, du fait d'avoir pris les Storm Shadow et les Atacams sur leur territoire. Mais voilà, donc, mais ça n'a pas de vrai sens militaire en soi. Voilà, donc c'est un signalement. Après, c'est justement pour nous faire causer, et d'ailleurs on le fait. Et regardez. Et pour faire réfléchir nos états-majors, et ils le font, c'est leur boulot. Et alors justement, on va continuer de voir à quel point ça doit nous faire réfléchir, dans quel sens ça fait réfléchir. Mais donc vous l'avez compris, nous sommes toujours avec Didier François, nous sommes toujours avec Marion Van Rottergem, avec Arlette Chabot, avec François Langlais. Nous accueillons sur ce plateau Sylvie Rollet. Bonjour, vous êtes professeur émérite et présidente de l'association pour l'Ukraine, pour leur liberté et la nôtre, signataire d'une tribune dans Le Monde dont on va parler longuement, qui dit que rien ne démontrera mieux notre engagement en faveur de l'Ukraine que l'envoi d'instructeurs militaires. On va reparler de cet envoi d'instructeurs dans quelques instants, mais on reste sur cette information. Une première dans cette guerre, une première tout court, nous dit Didier François. C'est vrai qu'on a du mal à enlever ça du contexte, c'est-à-dire que l'autorisation, le feu vert américain, il est tombé, et ça s'est confirmé, à peine autorisé, déjà utilisé pour les envois d'ATACMS, etc., en profondeur sur la Russie. Vous y voyez la réponse russe ? Je pense que, en fait, on se trompe de discussion si on commence par la réponse russe. Parce que la réponse russe, c'est encore un effet de manche. C'est bon, voilà, il fallait bien qu'ils trouvent quelque chose à faire. Moi, je pense que l'essentiel pour nous, qui sommes Européens, c'est de nous poser la question de ce que nous devons faire pour contribuer à la victoire de l'Ukraine. Et je pense que, précisément, certes, la réponse américaine, l'autorisation américaine d'utiliser les ATACMS est importante, mais il s'agit aussi que l'Europe, et en particulier la France, au sein de l'Europe, cesse d'être en permanence à la remorque des décisions américaines, en particulier en formant sur place, sur le terrain, Et on va y revenir sur ce point dans quelques instants, vraiment, je vous le promets. Je reste sur le missile intercontinental, vous ne m'en voudrez pas, tiré par Moscou il y a quelques instants. Tiré ce matin par Moscou, on l'apprend il y a quelques instants. Didier François disait, Marion Van Rottergem, c'est fait pour nous faire parler. Bon, premier point. C'est important. Non, mais c'est le premier point important, je le souligne, et c'est pour faire réfléchir les états-majors. Comment ça peut faire réfléchir les états-majors ? Dans les états-majors, on peut se dire quoi, là, quand on reçoit cette info ? C'est l'armée de l'air, je précise, ukrainienne qui donne l'info. Je ne vois pas très bien ce que ça peut changer dans la mesure où, de toute façon, la Russie est dans une période elle montre les muscles plus qu'avant. Elle sait qu'elle a une carte à jouer jusqu'à l'arrivée de Trump. Qu'il y aura on est vraiment le moment important, c'est qu'on est dans le cadre de pré-négociation. On est en train d'essayer de sécuriser ce qui est possible de sécuriser du côté ukrainien pour que l'Ukraine arrive dans la position la moins faible possible dans d'éventuelles négociations. Donc on n'est pas dans l'idée de récupérer du terrain, de gagner une guerre, de perdre une guerre. On est
être le plus fort possible. Et donc, Poutine a très bien compris ce moment. Pour lui, l'arrivée de Trump est une forme de jackpot. Il a son va-tout à jouer. On a parlé de va-tout tout à l'heure. C'est aussi un va-tout pour Vladimir Poutine. Donc, il veut montrer sa force de toutes les manières. Il passe son temps à menacer de l'arme nucléaire qui, vraisemblablement, est très compliquée pour lui à utiliser. Et je vois pas très bien, Dieu merci, oui. Et la Russie n'est que dans la menace, mais pratiquement, c'est très très peu probable pour ne pas dire impossible qu'elle utilise une arme nucléaire, même tactique, en Ukraine. En revanche, elle veut montrer les muscles et elle veut faire peur. Donc, mais je ne vois pas dans quelle mesure un missile intercontinental, je ne sais pas quel dégâts il a provoqué sur Dniepr. Comme disait Didier, ce ne sont pas des missiles précis. Ce que je ne sais pas non plus, c'est dans quelle mesure, quel est le temps qu'il met pour arriver, parce que est-ce qu'il est interceptible et est-ce qu'une batterie anti-aérienne peut le contrer. En tout cas, s'il tombe au cœur d'une ville, c'est sûr que ça crée de l'émotion. Je redonne juste cette précision. Le missile intercontinental a été lancé depuis la région d'Astrakhan, près de la mer Caspienne, et à plus de 1000 km de sa cible. C'est peut-être un élément de réponse à vous apporter. Alors en fait, ce qu'ils ont voulu, enfin encore une fois, c'est là pour le coup, c'est de la démonstration, c'est la map à content, la map crachée. Enfin, vous savez, la fameuse phrase du capitaine Haddock là. Mais c'est vraiment ça. Quand la map. Quand la map fâchée, la map crachée. Il faut être précis sur les citations avec François Langlais. Donc François me contrôlera mes dires. Mais en fait, le message, c'est celui-là, pour que tout le monde comprenne. Et pourquoi ils utilisent ce missile ? Parce que, alors évidemment, quand vous utilisez un missile de cette nature, qui normalement peut emporter et n'est fait quasiment que pour emporter de la charge nucléaire, vous dites à vos adversaires et aux partenaires de vos adversaires, attention, on n'est vraiment pas content, on va même cramer un de nos gros trucs, parce que vous savez, dans la tête de ces choses-là, il y a plusieurs, c'est ce qu'on appelle MIRV. Donc en fait, il y a la tête, il y a le missile qui est gros, et dans la tête, il y a plusieurs explosifs. Là, par exemple, il y en avait 6. Donc le missile arrive au-dessus de la ville. C'est pour ça que c'est pas précis, c'est pas fait pour ça, c'est fait pour détruire des villes en fait, avec du nucléaire. Et il y a 6 engins qui sortent de l'affaire et qui vont exploser à 6 endroits différents. Donc on voit bien que là, c'est une volonté de terreur et de montrer. Ils n'ont pas cherché à cibler quelque chose de particulier. C'est l'utilisation de ce missile qui est le message. Et pourquoi Dnipro ? Parce que c'est là qu'ils ont fait la frappe, que Dnipro, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, il y a 3 endroits fondamentaux du point de vue de si on veut garder une Ukraine souveraine, c'est la capitale parce que c'est le centre politique, c'est Odessa parce que c'est la sortie économique et donc l'indépendance économique du pays, et Dnipro parce que c'est le verrou sur le Dniepr qui les empêche de passer à l'ouest. Donc si vous voulez garder une Ukraine de l'ouest qui soit totalement souveraine, il faut faire péter le verrou de Dnipro. Donc c'est un signe politique, une indication politique de leur volonté de ne pas s'arrêter tout de suite. Donc c'est ça qu'ils sont en train de nous... Et pour les gens comme nous qui n'avons pas d'informations, on se dit mais oulala, comment on sait quand on tire un missile de cette nature si oui ou non il y a une tête nucléaire à l'intérieur, puisque on explique toujours que ce qui est dual est problématique, c'est pour ça que nous on ne veut pas les utiliser. Alors évidemment ce qui se passe c'est que les services de renseignement occidentaux, eux, ont bien vu que les têtes nucléaires qui ne sont pas avec les missiles restent dans les endroits où elles sont entreposées, et là-dessus il y a 250 satellites qui les regardent tous les jours, et s'il y en avait une qui bougeait on le saurait. Donc on savait bien qu'il n'y avait pas de missiles nucléaires, de tête nucléaire au bout de ce missile. Néanmoins, l'utilisation d'un missile de ce type, est faite pour nous affoler. Alors justement, et souvent, vous êtes tous là sur ce plateau à nous dire ne surtout pas surréagir. Arlette Chabot, François Langlais, vous êtes d'accord ? Il faut raison garder. Écoutez, franchement, en Tintin, je peux vous répondre en missile, je suis pas le spécialiste, non, j'écoute avec intérêt. Comme le message politique nous est envoyé, je me disais, en termes de réponse politique, peut-on envisager ? D'ailleurs, devons-nous ne surtout pas réagir ? Moi, je vois cet événement comme dans le contexte qu'on décrivait tout à l'heure, c'est-à-dire d'une escalade qui n'en est pas vraiment une, qui est bornée par les perspectives prochaines de l'arrivée de Trump, et donc je le lis politiquement de cette façon, mais j'écoute avec attention les explications techniques qui effectivement nous renseignent sur le signal qui a voulu être envoyé par les militaires russes. Arlette Chabot, est-ce que vous avez un regard à porter ? Non, c'est la même chose, c'est-à-dire, on a bien compris, il y avait une réponse qui était promise, le feu vert donné par les Américains et l'utilisation effectivement des armes sur la Russie. La Russie répond et on a bien compris. Alors,
même si on ne connaît rien aux missiles, on comprend que ça aurait pu être des charges nucléaires. Donc, voilà, donc ça nous ramène à la menace de Poutine. Voilà, je pense que mais le mot escalade est à nouveau bien utilisé, je trouve, depuis quelques jours. Et on a bien compris que c'est, que vous disiez tout à l'heure, en début d'émission, ce qu'on disait. Le butoir, c'est l'arrivée de Trump, effectivement. On a l'impression déjà qu'il dirige à moitié les États-Unis, où il y a presque au pouvoir. En tout cas, les discussions qui sont engagées, et c'est dans cette perspective de 20 janvier, qu'il faut se situer aujourd'hui. On reprend la direction de Kiev pour vous retrouver sur le terrain. Stanislas Poirier, première question. Est-ce que vous avez plus d'informations que nous sur cette frappe ? Alors malheureusement non, je n'ai pas plus d'informations que vous. J'ai vu, comme vous, le communiqué de l'armée de l'air. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que c'est une nouvelle qui n'étonne pas beaucoup ici à Kiev. C'est la suite logique de la déclaration de Vladimir Poutine il y a quelques jours, quand il expliquait changer et faire évoluer la doctrine nucléaire. Une fois qu'il a dit ça, il a dit que maintenant il était capable d'envoyer des missiles intercontinentaux, capables d'emporter des charges nucléaires sur le territoire ukrainien. C'est une guerre psychologique. Il ne faut pas l'oublier. C'est ce qu'avait dit déjà au lendemain du changement de la doctrine le ministre des Affaires étrangères ukrainien. Et il ne faut pas oublier, Poutine montre ses muscles. Poutine veut faire plier le moral ukrainien. Il frappe les infrastructures énergétiques dans le même temps, parce qu'il sait que l'hiver, vous pouvez peut-être le constater, arrive en Ukraine. Et ça, c'est très important. Après, ici en Ukraine, les Ukrainiens, ça fait plus de 1000 jours que la guerre dure. Les muscles de Poutine, ils commencent à les connaître. Et puis, ils ont besoin d'un peu plus que ça pour succomber à la panique. Merci beaucoup Stanislas Poirier. Merci depuis Kiev, vous êtes mobilisé pour nous ce matin et dans le froid et sous la neige. Dans ce contexte-là, donc nous le disions, a été publiée une tribune dans les colonnes du Monde intitulée « Rien ne démontrera mieux notre engagement en faveur de l'Ukraine que l'envoi d'instructeurs militaires ». Voilà certains des signataires que vous connaissez très bien sur cette antenne. Vincent Desportes, le général Desportes, Bernard-Henri Lévy, le général Richoux. Et puis vous, Sylvie Rollet, donc, merci encore de nous avoir rejoints sur ce plateau. Avant de vous entendre, regardez, grâce à Suzy Bernard-Ménégus, ce qu'il faut retenir de cette tribune. Donc 14 000 à s'entraîner sur le sol français, 50 000 en Grande-Bretagne et 40 000 aux Pays-Bas. Au total, ce sont 100 000 soldats ukrainiens qui sont formés en Europe. Un soutien qui pourrait passer à la vitesse supérieure. Dans une tribune du Monde, des experts militaires et politiques appellent à l'envoi d'instructeurs directement en Ukraine. Parmi les instructeurs qui pourraient être envoyés en Ukraine, évidemment, il y a toutes les spécialités. On pense par exemple au déminage, on peut penser aussi aux médecins militaires, on peut en penser à la maintenance pour les équipements français qui ont été fournis, les AMX-10, les César, et puis il y a les missions de base, comme par exemple la fameuse brigade Anne de Kiev qui a été formée en France. C'est de la prise de tranchées, c'est du combat d'infanterie, c'est du combat urbain, et tout ça, évidemment, on pourrait le faire sur place. Car la Russie reçoit de plus en plus de soutien de ses alliés, notamment iraniens et nord-coréens. L'Europe doit donc renforcer son aide à Kiev. L'envoi de quelques milliers d'instructeurs serait stratégique. C'est une question d'organisation. La logistique pour faire sortir des milliers d'Ukrainiens, pour les former ici pendant des mois, c'est super compliqué. Envoyer 4 ou 5 instructeurs sur place, c'est beaucoup plus efficace, ça coûte beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus rapide. Et puis il y a certaines formations pour lesquelles, finalement, on a aussi le matériel qui est déjà sur place, donc ça ne sert pas forcément à quelque chose de les faire sortir. La France, comme d'autres pays européens, prêche pour cet envoi, à l'image de la Pologne. Nous ne devons exclure aucune option. Ou encore de l'Estonie, qui, elle, va encore plus loin. Les dirigeants européens doivent se préparer à envoyer des forces militaires en Ukraine. De ce côté, la Russie a déjà prévenu qu'elle n'accorderait aucune immunité aux instructeurs européens qui viendraient en Ukraine. Sylvie Rollet, est-ce que vous pouvez nous expliquer à nos téléspectateurs en quoi la question des instructeurs est à ce point prioritaire pour vous, pour en faire une tribune assez médiatique? On a vu les signatures, c'est aussi fait pour marquer les esprits. Absolument. Il me semble que, pour reprendre la discussion précédente, en fait, on a en face de nous quelqu'un qui n'a cessé d'escalader. Or, la seule réponse que l'Europe peut apporter de manière autonome à cette escalade permanente du régime de Poutine, c'est d'aider sur place les Ukrainiens non seulement à être formés, mais aussi à maintenir
comment dirais-je, la ligne non pas de front, mais la ligne frontière qui sépare l'Ukraine de la Biélorussie, c'est-à-dire au fond ça permettrait aussi de dégager des troupes qui sont immobilisées, inutiles pour le front, en ayant sur place suffisamment d'instructeurs, en nombre suffisant, pour non seulement former les troupes, mais aussi servir d'une certaine manière à sécuriser le territoire actuellement libre de l'Ukraine. Oui, voilà, c'est la question que j'allais vous poser. Mon seul problème, en fait, moi, je suis complètement pour déployer des Européens là-bas. Et je pense que c'est la demande. Si on veut peser et maintenant et dans la suite aux côtés des Ukrainiens face à un risque de négociation au-dessus de notre tête sur une sécurité de l'Europe entre les États-Unis et la Russie. Il faut y être, et c'est ce qu'avait présenté le président de la République. Donc j'ai aucun problème là-dessus. Je pense qu'il faut non pas prendre les gens pour des imbéciles, c'est pas les instructeurs qu'on va envoyer là-bas, c'est une présence militaire. Donc c'est ça le vrai sujet. Les instructeurs, non mais seul truc qui me fait, honnêtement, on peut faire de l'instruction aussi, qu'on les fasse en Pologne, qu'on les fasse là-bas, qu'on les fasse ça ne change rien. Le vrai sujet, je vous dis, voilà, moi personnellement, j'ai aucun sujet avec ça. N'essayons pas de faire croire aux gens que ce qu'on veut envoyer, c'est des instructeurs, parce qu'on risque derrière de nous dire mais vous nous prenez vraiment pour des peintres. Parce que la vérité c'est que en fait ce qu'on veut c'est une présence militaire européenne aux côtés de l'Ukraine dans le cadre d'un risque de gelée et pour leur montrer une solidarité. C'est ça le vrai sujet. C'est maintenir comment l'Europe décide de mettre en action sa position de principe qui est de dire il faut une Ukraine souveraine et on ne lâchera pas là-dessus. Sylvie Rollet vous répond. Oui, je ne pense pas que nous prenions les gens pour des idiots. Et donc je vais répondre là-dessus. Le premier pas est un pas qui est également à la fois, est économe aussi en force, parce que former sur place, d'ailleurs Xavier Titelman le dit très bien, il est signataire de la tribune, mais il le dit très bien dans l'extrait que vous avez montré tout à l'heure, former sur place est beaucoup moins coûteux. Or, la France dispose d'une expertise, mais de troupes capables de maintenir la paix, comme on dit. Donc, ce serait un premier pas qui serait une manière pour la France de donner envie aux autres États européens, dont certains disposent de bien davantage de troupes, c'est le cas de la Pologne, de rejoindre cette coalition de volontaires. Le problème n'est pas l'instruction. Le problème initial est l'instruction, mais l'instruction permet la garantie du territoire. Sécurisé. Je vous soumets une autre limite peut-être posée par le général Yakovlev, c'est qu'on peut envoyer des hommes, après il faut les protéger. Regardez. Ce qui était prévu d'ailleurs. Quitte à faire cet effort et à en payer le prix politique, il faudrait que ça soit un gros effort. Donc on ne parle pas de quelques... Non. Alors à ce moment-là, on fait un gros truc. Gros effort, c'est quoi? C'est combien de milliers de personnes? Plusieurs milliers. Plusieurs. Il y a deux versions. Il y a plusieurs centaines, il y a plusieurs milliers. C'est pas la chose. Un paquet d'installations, c'est pas 15 mecs dans un camp pour apprendre à ramper plus vite. C'est beaucoup plus que ça. Et ça suppose, pour moi, la logique, c'est à ce moment-là, on prend en compte la protection aérienne de l'Ukraine. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un coût complet, no-fly zone, parce que nous avons des gens en dessous. Voilà, parce que c'est toute la globalité. Il ne suffit pas d'envoyer des hommes, il y a tout un cadre avec. Oui, mais est-ce que c'est faisable et réaliste? Et puis, est-ce que, pardon, l'expression est ultra simpliste, le jeu en vaut la chandelle si l'enjeu prioritaire n'est pas là, les instructeurs? Mais il va de soi que cette tribune porte sur l'envoi d'instructeurs militaires, comme, je dirais, manière dont la France pourrait prendre le leadership sur cette question-là en Europe. Mais notre association pour l'Ukraine, pour leur liberté et la nôtre, a, d'ailleurs avec pratiquement les mêmes signataires, proposé effectivement une manière dont la France pourrait contribuer au sein de l'Europe, en tout cas d'une coalition d'États européens, à protéger le ciel ukrainien. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de séparer les différentes étapes que pour les exposer calmement à un public qui forcément n'est pas toujours au courant de tout. Marion Van Rottergem. Oui, je suis évidemment, j'abonde dans le fait que les Européens doivent aller sur place à un moment donné, et ce sera il n'y a pas d'alternative possible. Je voudrais savoir dans votre tribune, ce qui ne m'a pas été clair, c'est de quel moment vous parlez. Est-ce que vous parlez de maintenant
ou de l'après-Trump et de l'après-négociation de la sécurisation du gel des frontières. Et d'autre part, ce qui m'a paru contradictoire aussi, c'est que vous parlez d'un retour à la situation de 1991, c'est-à-dire de l'Ukraine intégrale, et en même temps de sécuriser ce qui est déjà, de sécuriser la partie de l'Ukraine qui est déjà préservée. Donc en fait, de quoi parlez-vous exactement ? Sylvie Rollet, puis après François Langlais. Oui, alors, commençons par le début de votre question. Non, il ne s'agit pas de s'inscrire dans l'après-Trump. Il s'agit évidemment de s'inscrire dans l'immédiat. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui que le président Macron, qui a tenu ces discours-là il y a plus de 10 mois, peut mettre en œuvre ce premier pas qui pourrait être incitatif pour une coalition d'États volontaires en Europe. Pour la deuxième partie de votre question, que je viens d'oublier d'ailleurs... Est-ce qu'il faut sanctuariser ? Vous parlez à la fois de sanctuariser un territoire et en même temps de récupérer les frontières. Sanctuariser s'entend. Je ne suis pas experte militaire, contrairement à Didier François, mais sanctuariser s'entend, je dirais, au même niveau, peut-être, que ce que j'ai appelé tout à l'heure un geste de manche de Poutine. C'est-à-dire, nous sommes là, des troupes européennes sont là, que fait Poutine ? Voilà. C'est une manière de dire... Pardon. C'est une manière de dire... Allons-y, voyons ce que vous allez faire face à ça. François Langlais, puis après on parle des mines antipersonnelles. Non, j'étais un peu étonné par le nombre de personnes citées justement par... la personne qui était... Xavier Titelman. Oui, 4 à 5 personnes, on se dit... Ça n'a pas de sens. Est-ce que ça change la donne ? Et la question que je voulais vous poser rejoint celle de Marion. C'est au fond, derrière, quel est le but de guerre ? Si nous nous engageons dans la guerre, il en faut un. Il est assez compliqué à définir, me semble-t-il, compte tenu du surplomb américain et de cette période de transition dans laquelle nous sommes. Est-ce qu'on veut le recouvrement, si je puis dire, total du territoire ? Est-ce qu'on veut s'assurer que l'Europe soit dans le jeu des négociations et ne pas perdre complètement toute influence, tout levier dans cette affaire ? C'est ça qui me paraît un peu obscur. Mais vous allez certainement vous éclairer. Oui, alors, effectivement, en entendant Xavier parler de 16, je crois, disait-il. 4 à 5. 4 à 5. Bon, peu importe. On fait rentrer les gars avec 4 à 5. Évidemment, il le prenait comme un exemple, je dirais, comme un pédagogue. C'était en disant, là où il faut 4 à 5 formateurs, si on forme sur le terrain, il en faut 30 si on forme en France. En gros, son idée, c'est une économie aussi pour l'armée française. Et c'est vrai que nous ne disposons pas d'une quantité énorme en France de formateurs possibles pour l'Ukraine. En revanche, ça n'exclut pas que d'autres pays puissent envoyer davantage de monde. Ça, c'est la première chose. La seconde, ça y est, j'ai oublié à chaque fois le deuxième point. Après, on avance sur les mines, mais je vous en prie. Les buts de guerre, au fond, derrière. Les buts de guerre, que je sache, déclarés en tout cas par le président Macron, c'est nous soutiendrons l'Ukraine jusqu'à ce que le gouvernement ukrainien lui-même prenne telle ou telle décision. Alors, je vous le disais, on veut reparler des mines antipersonnelles. Pourquoi ? Parce qu'on en parlait dès hier dans cette émission. Dès que c'est tombé, on a appris que les Américains envoient des mines antipersonnelles. Ça choque. Ça fait beaucoup réagir. Mais première réaction qu'on va écouter, c'est celle de Volodymyr Zelensky. Lui, il juge que c'était très important de les recevoir, ces mines. Nous bénéficions d'un nouveau programme de soutien de la part des États-Unis qui s'élève à 275 millions de dollars. Il comprend des drones, des munitions pour les HIMARS et de l'artillerie, ainsi que des mines pour stopper les assauts russes. Tout cela renforcera réellement nos troupes sur le front. Mais quand je dis que ça ne cesse de choquer, les ONG prennent la parole les unes après les autres pour dénoncer cette décision américaine. Elles ne savent pas faire la différence, les mines antipersonnelles, dit par exemple Handicap International, entre les soldats et les civils et continuent longtemps après leur pause à exploser au contact d'agriculteurs ou encore d'enfants. Arlette Chabot, ça vous choque l'envoi par les États-Unis, ce tabou-là brisé
par les Américains, par Joe Biden, quand bien même le contexte ukrainien? Alors, je ne suis pas spécialiste des mines. Non, bien sûr, mais il y a des questions morales. Il y a des questions morales. Non, mais mine antipersonnelle, c'est insupportable, parce qu'on continue à parler dans des pays, on disait d'ailleurs, quand les Russes ont miné effectivement très largement l'Ukraine, on trouvait ça absolument insupportable, scandaleux, et on disait, c'est l'avenir de l'Ukraine qui est effectivement, alors là, combien bouleversé, parce que pendant 30 ans, il y aura encore des gamins qui, en jouant au foot, sauteront sur des mines, référence au Cambodge, etc. Après, je vois que les Américains donnent, c'est pour ça que je me tourne vers Didier, une espèce d'assurance en disant que ce sont des mines qui pourraient s'auto-détruire. Pas permanentes. Qui ne seraient pas permanentes. Donc, dans la période où il faut essayer effectivement de ne pas reculer, trop reculer pour les troupes ukrainiennes, on peut comprendre la demande de Zelensky. Sinon, un chef d'État qui a l'air qui quand même engage l'avenir du pays, parce qu'encore une fois, le terrain est tellement miné que de toute façon, il faudra 30 ans pour en sortir. Si ce sont des mines qui sont effectivement peuvent s'auto-détruire ou être détruites. Elles s'auto-activent et s'auto-déclenchent, et ça rend les choses plus... Alors justement, je vous propose d'écouter... s'interroger. A priori, on a envie de pleurer, et après, on se dit, voilà. Et avant d'entendre votre réponse, les justifications et explications de Lloyd Austin du côté des États-Unis, parce que, en gros, les États-Unis disent, jusqu'à maintenant, ils font leurs mines tout seuls. Nous, on vous en propose des non persistantes qui sont peut-être mieux dans leur utilisation, meilleures. Regardez. Ils fabriquent actuellement leurs propres mines antipersonnelles. Les Russes ont un peu changé leur tactique et ils ne mêlent plus d'attaques avec leurs forces mécanisées. Ils avancent avec des soldats à pied qui sont capables de se rapprocher pour ensuite ouvrir la voie à ces forces mécanisées. C'est ce que les Ukrainiens constatent en ce moment et ils ont besoin de certaines choses qui peuvent les aider à ralentir cet effort de la part des Russes. Et donc Didier François. Non, mais après, là aussi, on cherche des arguments qui sont un petit peu fallacieux. Oui, les mines, c'est pas bien, honnêtement. Voilà. Et les ONG, elles gueulent, c'est normal, c'est leur boulot. D'accord ? Heureusement, les ONG ne sont pas chargées de la sécurité de nos pays. Parce que sinon, on serait quand même salement dans la merde. Donc, pour faire les choses simples, on a créé dans les années 80 des négociations sur la question de l'utilisation des mines. Parce que, effectivement, à l'époque, on ne faisait pas des mines qui étaient capables d'avoir une durée de vie limitée. Et que donc, comme le disait Arlette, il y a un vrai sujet. Les premiers qui sauteront sur des mines, ça seront des Ukrainiens. L'autre question, c'est de savoir, grosso modo, on ne se défend pas au prétexte que dans 10 ans, il y aura un problème sur un match de foot. Enfin, soyons sérieux. On a arrêté les mines. Pourquoi ? Parce que on était dans une phase où on pensait que les règlements, les crises internationales se réglaient avec par des câlins, et que en plus on n'en avait plus besoin parce que nous on menait que des opérations extérieures et qu'on n'était plus dans des positions où on devrait défendre une nation et des frontières face à des armées ultra lourdes qui attaqueraient. Donc on s'est dit on n'en a plus besoin, faisons les gentils et arrêtons les mines, ce qui était plutôt sympathique et plutôt bien. Aujourd'hui on revient à la guerre. La guerre, malheureusement, on le voit bien, la ligne Sourovikine mise en place par les Russes en octobre 2023 a brisé la contre-offensive ukrainienne. Aujourd'hui, les Ukrainiens, ils ont le choix. Soit ils continuent à perdre par dizaines, par centaines et par milliers des jeunes de 18 ans, soit pour tenir leur front, ils mettent des mines. S'ils mettent pas de mines, ils vont se faire enfoncer. C'est tout. Le reste, après, on peut s'amuser quand on veut. Mais la vérité des prix, c'est celle-là. Et c'est ce que dit, c'est comme quand Volodymyr Zelensky dit, moi, si j'ai plus d'armes, je serai obligé d'arrêter de battre. La preuve du pudding, c'est qu'on le mange. Alors, le reste, c'est de la... Une dernière conclusion peut-être avant de lancer notre question du jour. Non, je me demande si c'est pas relié aussi avec les perspectives justement de frontières demain qu'il faut stabiliser. Juste une question pour Didier, si vous la permettez. Alors si la réponse est courte, parce que sinon je vais me faire disputer. Faire des mines à durée de vie limitée. Oui, absolument. En fait, on met dessus une espèce de puce qui fait que ou un détonateur qui fait qu'elle pète elle-même au bout d'un X temps. Et en plus maintenant on met des puces dessus qui permettent normalement de pouvoir les récupérer. Donc les États-Unis pourraient contrôler. Les États-Unis pourraient contrôler même quand elles s'auto-activent. Voilà, pour aller jusqu'au bout. J'essaye d'apporter ma petite touche, parce que comme je révise avant, je veux que ça se voit. Non, mais vraiment. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Sylvie Rollet. Merci beaucoup à tous les quatre. Mais nous, on ne se quitte pas, bien sûr, vous restez avec nous. LCI vous répond dans un tout petit instant. Faut-il armer la police municipale partout ? Il y a un beau veau des maires sur cette question-là. En ce moment, il y a des maires qui disent, et même écologistes, on arme la police municipale. C'est un sujet vraiment dans l'actu du jour. Posez vos questions, vous flashez le QR code et on y répond. À tout de suite.